Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel événement de Zoom Invest, mercredi 14 avril 2021. J'espère avant tout que vous allez tous bien, que vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. Je suis très content de vous retrouver. Alors, vous connaissez le principe, je le rappelle quand même. Donc, je suis Stéphane Van Nuffel, cofondateur de Net Investissement. L'idée de cette table ronde, c'est un conseiller en gestion de patrimoine qui parle à des conseillers en gestion de patrimoine. Bon, j'avais répété avec l'accent de Charles de Gaulle, mais j'ai laissé tomber parce que c'était lamentable. Aujourd'hui, on a deux tables rondes de une demi-heure chacune. On va parler d'abord perspective macroéconomique et perspective marché dans cette première demi-heure. Donc là, on va faire beaucoup d'analyses, on va avoir des avis et des convictions complètes. Et ensuite, quelque chose de plus spécialisé, puisque la deuxième table ronde, qui découle parfaitement de la première, ce sera de parler de l'intérêt de la gestion thématique dans le contexte. Alors pour démarrer cette première table ronde, je reçois aujourd'hui Matthew Morgan, qui est Investment Director chez Jupiter AM, pardonnez-moi, Jean-Jacques Friedman, qui est directeur des investissements chez Vega IM, et Gilles Etcheberry-Garay, qui est directeur général d'Invest AM. Messieurs, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Impeccable, merci. Bonjour. Très bien, tout le monde est là, on vous entend bien, c'est parfait. Alors, cette première table ronde, on va en parler parce que, évidemment, pourquoi on va parler de perspective? Il se passe beaucoup de choses. Je vais évidemment vous laisser la main et nous exposer vos visions et évidemment nous donner des armes et des clés pour les mois à venir. Est-ce qu'on va parler de ce troisième confinement? Est-ce qu'on va parler du variant brésilien? Est-ce qu'on va parler de la politique de relance aux États-Unis et du ruissellement de ces sommes folles que peuvent avoir sur, évidemment, la planète entière, puisqu'on voit que la balance extérieure américaine est impactée et que finalement cet argent n'est pas que pour les Américains. Est-ce qu'on va parler de la réaction de l'Europe par rapport à ça, ou est-ce que clairement on va rentrer plus dans le détail avec des inquiétudes sur des risques systémiques, des IPO qui vont se lancer, qui vont être folles à mon avis, ou des risques comme Archegos ou autres plateformes de trading qui ont eu un petit peu de mal à compenser finalement leur mouvement. Alors, on va lancer tout de suite cette table ronde. Les années se suivent, vous le savez, et ne se ressemblent pas. Pourtant, il y a un an, au début de la crise, construire une allocation financière, c'était pas simple pour un CGP comme moi. Donc moi, j'ai besoin finalement de vous avoir en face de moi pour nous expliquer quel est le contexte macro et les perspectives de marché qui restent toujours difficiles à lire. Est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui, messieurs, vos éclairages? Je vais demander à Gilles de faire une petite introduction sur le contexte et de nous parler de sa vision globale de tous ces événements. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je dirais que effectivement, on a clairement des bonnes nouvelles aujourd'hui. Les deux principales nouvelles sont d'une part une perspective de sortie de la crise sanitaire et d'autre part une cohérence américaine qui a fait que depuis le mois de janvier, on a un plan de relance, on a une vision budgétaire extrêmement active et donc effectivement, on a une croissance mondiale qui va être très importante au premier semestre. En revanche, ce qui nous retient aussi notre attention, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a un consensus, je dirais, c'est un conte de fées quelque part, où on a d'un côté une croissance extrêmement forte, de l'autre des taux bas courts et longs, et on a vu que c'est des choses et pas de défaut suite au Covid. Donc on a vu, pour nous, notre vision, je dirais à moyen terme, c'est que ça va être difficile d'avoir les quatre éléments en même temps. On a déjà vu sur le premier trimestre, on a eu les taux longs, en particulier les taux longs américains, qui ont fortement décalé parce que les banques centrales contrôlent les taux courts mais ne contrôlent pas les taux longs. Donc quelque part, je dirais, on continue sur cette ère, mais il est clair que par rapport à cette ambiance, je dirais, extrêmement positive, il y a un moment où l'addition risque d'être posée. Pas forcément sur le marché action, on ne va pas sur tous les secteurs, mais aussi sur les marchés obligataires ou les marchés de crédit. Donc nous, on est extrêmement attentifs à ça. Pour le moment, on est investi, mais clairement, on surveille les messages qui peuvent venir des différents marchés. La partie sanitaire, Gilles, pour vous, n'est pas forcément une inquiétude particulière. On est déjà plutôt Non, sur là, l'après et complètement. C'est vraiment l'élément le plus positif avec le budget américain, comme on l'a dit, puisque clairement les Américains devraient sortir de la crise au début juillet. Les Européens sont 6 semaines derrière à peu près parce que on a eu un début un peu lent, mais là les livraisons sont importantes, les livraisons de Pfizer, les livraisons de Moderna, donc on va pouvoir vacciner. Et je dirais que quelque part dans un trimestre, à mon sens, le débat sera plutôt pour ceux qui veulent pas se faire vacciner que l'absence de vaccin pour ceux qui ont envie. Donc je dirais que l'été, alors est-ce que ce sera le 15 mai, 1er juin, j'en sais rien, mais je dirais que globalement on est en sortie. Il faut pas voir le cas français
voilà, comme une extension du cas mondial. Le seul point d'inquiétude, c'est le Brésil. Et le variant brésilien et l'absence totale de réaction des autorités brésiliennes. D'ailleurs, ça pèse sur les marchés émergents. Hein. On voit bien que c'est une des raisons aussi pour lesquelles les marchés émergents qui avaient un très bon début ont commencé à corriger depuis février. Évidemment. Merci Gilles. Mathieu, Gilles a utilisé le mot consensus. Est-ce que tu as le même regard sur cette actualité des marchés? Un peu, enfin, merci Stéphane et bonjour à tous. Je dirais que la situation actuelle est assez paradoxale chez nous parce que notre lecture macro est assez claire et positive, mais c'est la construction de son portefeuille qui est désormais beaucoup plus difficile aujourd'hui. Juste pour vous expliquer, vous avez ces deux forces importantes qui continuent à soutenir les actifs risqués, d'un part la liquidité et l'économie. Et pour les expliquer, sur la liquidité, je vous rappelle que la conclusion de l'examen du cadre de la Fed l'année dernière constitue le changement de politique chez la Fed le plus important depuis une quarantaine d'années. Avant, la Fed tentait de prévenir l'inflation et de l'éviter. Aujourd'hui, ils vont attendre qu'elle soit incontestable et durable avant de réagir. C'est vraiment un saut en avant énorme, un changement énorme. Et bien sûr, les autres banques centrales dans le monde vont l'imiter. Et en même temps, cette époque d'austérité fiscale des années 2010 est finie. Donc, vous avez ces deux grandes forces de politique budgétaire et monétaire qui tirent dans le même sens pour la première fois depuis longtemps. Et donc, pour nous, les marchés sont en terrain inconnu. Deuxième chose, l'économie, je partage la vision plutôt de Gilles, c'est que en dépit de tout rumeur et les difficultés actuelles en Europe, les vaccins sont efficaces et même déjà contre un grand nombre de mutations. Je veux vraiment pas énerver mon audience, mais moi j'ai le bonheur d'aller au pub ce soir ici à Londres pour la première fois depuis le mois de décembre et je vais même me faire couper les cheveux pour la première fois cette année la semaine prochaine. Donc, mais c'est une bonne nouvelle pour tout le monde parce que la réouverture va continuer. Et c'est pour ça que nous voyons que les données fondamentales et toujours les données de haute fréquence que nous analysons dans notre vision macro restent assez optimistes. Les taux de mobilité TomTom aux États-Unis, les dépenses carte de crédit, l'immobilier, le logement, etc. Et tout indique une période de croissance forte qui peut continuer. Donc, mais si la vision macro sur le niveau de la politique, de la liquidité et de l'économie reste claire et positive, pourquoi la construction de portefeuille est-elle aussi difficile en ce moment? Je vous propose deux raisons. D'abord, les marchés ont évidemment déjà fait des grands pas depuis le début de l'année. Les marchés en actions sont à des nouveaux records. Les bons de trésor américains ont repris leur niveau d'avant-crise. Et à ces niveaux élevés, la volatilité augmente et la gestion de risque et donc la construction de portefeuille devient plus difficile. Et deuxièmement, il faut rappeler que ce cycle économique se déroule 10 fois plus vite que celle d'après la crise de 2007-2008. Et donc, les données économiques qui sont si fortes aujourd'hui peuvent commencer à ralentir même dans la deuxième partie de 2021. Aussi, les gouvernements vont devoir penser aux impôts pour payer les frais de la crise. Et donc, même si aujourd'hui, vous pouvez rester investi dans les actifs risqués, il faut avoir le pouvoir de réagir plus tard. Mais Stéphane, je pense qu'on va discuter du positionnement plus tard dans la conversation. Tout à fait. Non, mais c'est intéressant parce que votre vision à tous les deux semble quand même une vision assez. Alors je vais pas dire purement optimiste parce qu'on on voudrait pas basculer sur la naïveté, mais on sent que il y a une vision déjà de l'après et c'est rassurant pour nous, même si ça n'arrange pas forcément notre problème. Mais merci Mathieu, on va aborder finalement techniquement comment on fait pour transformer tout ça concrètement dans nos portefeuilles. Jean-Jacques, est-ce qu'on a alors je fais un lancement, attention, est-ce qu'on a la même vision chez Vega? Bah oui, bah non, sinon ça serait pas drôle. Donc, Mais sinon ce serait pas drôle. Donc, non, mais pour répondre à votre question sur la construction de portefeuille, je dirais que jusqu'à présent, pendant très longtemps, et même au démarrage 2020, et même quand il y a eu la crise, l'idée, c'est toujours d'être dans des business models porteurs. C'est ça la solution, que ce soit aux États-Unis, que ce soit sur l'Asie émergente, et c'est comme ça qu'on est constitué. Et depuis novembre, donc l'idée aussi, exceptionnel. On avait vraiment un cadre précis, une relance budgétaire très forte, des politiques monétaires qui étaient là, peut-être même surabondantes. Donc on était vraiment, c'était comme une rampe extrêmement bien tenue. Et nous, on trouve que depuis quelques jours, justement, ça se modifie. Ça se modifie parce que
Là, bon, bah, sur la croissance, c'est évident que c'est puissant. Je veux dire que quand il y a un plan de relance de 1900 milliards, quand il y a un plan d'infrastructure à venir, faut pas oublier les plans Trump, ça fait l'équivalent de 25% du PIB, plus de 25% du PIB qui est injecté aux États-Unis. Donc même le 6,5 là, de l'OCDE à l'heure actuelle pour 2021, il peut même être dépassé. Peut-être même qu'officiellement, on pourrait même avoir une croissance américaine plus forte que la croissance chinoise cette année. C'est que la Chine rebidourait sans doute ses chiffres. Donc vraiment, il faut avoir ces éléments en tête. Et par rapport à 25 ou 30% du PIB qui est mis d'ailleurs, ça veut dire qu'il y a même des trous dans la raquette et ça profite au reste du monde, puisque sinon, bah, une croissance encore plus importante aux États-Unis. Donc là, il y avait tout qui était puissant, mais je veux dire qu'on s'est habitué à de l'exceptionnel. On s'est habitué à de l'exceptionnel en termes du plan de relance, en termes de la découverte du vaccin. Alors au moment de la découverte du vaccin, il y avait un mot qu'on avait en tête, c'était le mot de rattrapage. Et donc, c'était ça où il y avait ce basculement, justement, vers les secteurs en retard, un peu value. L'année dernière, c'est comme si le marché avait monté avec la moitié de la cote, qui était la moitié de la cote croissance traditionnelle, qui en plus bénéficiait du stay at home, donc tout ce qui est tech et autres. Et il y avait la moitié de la cote qui était complètement à quai, et il y avait cette phase de rattrapage à effectuer, qui a été effectuée ou qui est en passe de finir. Et là, ce qui est notable, c'est que les derniers secteurs, finalement, qui sont... Alors, il y a peut-être un seul secteur, c'est un peu l'hôtellerie, loisirs, aéronautique, qui a encore un peu un phénomène de rattrapage à avoir. Mais pour le reste, ça s'est effectué. Et là, on en est à aller sur le tabac, sur l'agroalimentaire, donc les derniers secteurs. Et donc là, vous avez tous les secteurs sans exception qui sont dans cette tendance haussière. Et on voit bien que quand on dépasse un certain stade, bah, ça peut commencer à devenir plus dangereux. Il n'y a pas de réserve de rattrapage comme on en avait avant, où la situation était plus claire. Et donc là, on voit bien, le marché hésite, il y a moins de volume, la volatilité baisse, mais il y a moins de volume. Et surtout, il y a quelque temps, on pouvait faire un peu tranquillement cet arbitrage un peu value contre croissance en se disant bon bah il y a les taux qui remontent, donc le cycle est plus puissant, il n'y a pas d'entreprises qui font faillite, donc on se sentait à l'aise. Mais au moment où on arrive là, au moment de la publication des résultats, là on revient à différencier de nouveau un peu plus valeur par valeur. Et ce mouvement, il s'est arrêté. Donc on voit bien que depuis 3 semaines, bah, de nouveau, des valeurs de croissance recommencent à fonctionner. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, bah, nous, depuis cette semaine, au moment de la publication des résultats, bah, on a envie d'écrêter un peu les portefeuilles et au moins de revenir à la neutralité, ce qu'on est en train de faire. Donc il y a vraiment pour nous un peu le fait qu'après des nouvelles exceptionnelles, on arrive, et tout à l'heure un des intervenants parlait de territoire inconnu, bah, c'est un peu ça. Ça peut peut-être se poursuivre, mais raisonnablement, il faut devenir plus prudent parce que c'est un nouveau, alors si on veut faire chic, on dit paradigme, mais en tout cas, on a été habitué à des nouvelles très fortes, et là on arrive au moment, en plus avec une saisonnalité moyenne, où on va plus être tenu par la main de la même manière. Ok, donc bah, d'abord merci, merci Jean-Jacques. Donc là, on peut dire un peu plus réservé. J'ai noté le mot neutralité parce que finalement c'est le mot qui convient, je pense, dans cette approche. Alors ce qui est intéressant et merci pour vos premières analyses parce que finalement on a trois sociétés de gestion qui n'ont pas forcément les mêmes ADN, qui n'ont pas forcément les mêmes stratégies et qui en plus là ont pas forcément toutes les trois la même lecture actuelle du contexte. Alors justement, on va rentrer un peu plus dans le détail. Qu'est-ce qu'on fait pour adapter notre conseil client? Donc là, je reviens vers toi, Mathieu, parce que tu avais commencé ton propos. Quel est le mot d'ordre chez Jupiter pour les mois qui viennent, pour nous permettre à nous bah, d'aller stock picker chez vous dans votre offre, ce qui serait le plus adapté au contexte? Oui, merci Stéphane. Donc, il s'agit évidemment de l'adaptabilité et la flexibilité d'aujourd'hui. Et si je regarde dans l'histoire un peu, l'histoire des 6 derniers mois a été de surfer sur la vague de réflation, de la hausse des marchés tout en continuant de s'adapter de son portefeuille. Donc, par exemple, nous avons pris des pas successifs sur le Nasdaq durant l'été 2020, vers l'S&P, l'Asie, le Japon et finalement en 2021 l'Europe. D'ici, rappelons d'avant que notre vision macro reste plutôt positive aujourd'hui et à court terme mais plus prudente sur la deuxième partie de l'année. Nous continuons à croire que le marché sous-estime l'étendue des changements chez les banques centrales et donc sous-estime les risques inflationnistes. Donc, notre position, par conséquent, de plus haute conviction, c'est la duration courte. Nous préférons au rendement, nous ne tenons aucun investment grade dans nos portefeuilles et nous couvrons même la duration du portefeuille avec des short futures sur les bons de trésor américains et allemands. Donc ça, c'est la position de cœur du portefeuille.
Dans les marchés actions, je partage un peu le sentiment de Jean-Jacques. C'est que nous avons peu à peu réduit notre exposition aux actions dans les dernières semaines à mesure que les marchés atteignent de nouveaux records et surtout que le positionnement d'autres investisseurs devient, lui, de plus en plus positif, ce qui est chez nous toujours un signe de danger. Nous continuons à être surexposés au marché d'actions, mais beaucoup moins que nous l'étions au début de l'année. D'accord. Les régions différentes, nous préférons les actions européennes qui, selon nous, peuvent continuer à rattraper les actions américaines dans cet environnement de réouverture. Une chose importante qui a peut-être changé dans notre analyse macro, peut-être surtout au mois de mars, c'est la divergence, enfin, c'est la part de divergence de croissance plus élevée entre les US et le reste du monde, grâce à deux choses, l'ampleur du plan budgétaire de Biden et deuxièmement, le succès du programme de vaccination américaine. Ok. Donc, nous avons augmenté notre exposition aux actions américaines et au dollar, et nous avons, dans un sens, peur que évidemment, la hausse du dollar, le succès des États-Unis peut être des fois quelque chose qui resserre les conditions de liquidité pour le reste du monde. Notre région, Ok. donc, le moins préférée, c'est la Chine. Nous avons déjà eu une reprise et les autorités chinoises commencent à resserrer la liquidité. Mais juste pour finir, ce qui est plus important dans cet environnement, c'est d'être flexible. Ces deux moteurs de réouverture et de liquidité peuvent continuer de soutenir des marchés, mais il faut absolument avoir le doigt sur la gâchette pour prêter à réduire notre exposition aux actions lorsqu'il Ouais, le faut. Pour nous, c'est ce au que tu dis. sommet Donc, des marchés, la flexibilité est très importante. ouais, c'est ça. Donc il faut s'adapter et être en mesure Oui, de voilà. bouger assez vite, donc d'être flexible. Merci pour cette vision. Jean-Jacques, alors je sais d'avance que ça va pas forcément être ton propos, si j'ai bien compris ce que tu nous expliquais, même si quelque part, évidemment, s'adapter, être flexible reste la force des gérants et des sociétés de gestion. Euh, c'est quoi? Comment vous voyez ça chez Vega? Parce que finalement, votre discours est un peu différent de celui qu'on avait eu ensemble lors de nos derniers échanges. Quelle est votre conviction et quelle est la stratégie que tu nous conseilles en ce moment? Ben justement, je pense que il y a quelque chose peut-être de fondamental, c'est ces liquidités qui ont été injectées et qui font qu'on arrivera sans doute à des niveaux de valorisation plus élevés, à terme, un débat a été sur le marché equity, mais le marché monte souvent par marche d'escalier, c'est-à-dire que quand il consolide, on revient sur les fondamentaux solides, un peu croissance, et à un moment donné, eh bien, pour arriver à monter une marche d'escalier, ben là, ça veut dire que c'est l'ampleur, c'est toute la cote qui en bénéficie, qui monte. Donc là, on comprend bien que le message, c'est que il peut y avoir des risques alors ça n'a pas été évoqué directement, mais de pilotage de la Fed. Elle parle pas d'inflation, on ne sait jamais. Le discours des entreprises, on voit bien que ça peut bloquer à certains niveaux dans le domaine industriel. On voit là une vraie différence, par exemple, avec le luxe et les technos. Moi, il y a des sujets aussi sur les taux d'imposition US forts et qui peuvent contaminer aussi l'Europe à travers des débats sur l'OCDE. Et puis sur la vaccination, juste un petit point, et ça rejoint un peu ce qui a été dit sur les émergences, c'est-à-dire que on voit bien le problème, on a confiance dans la vaccination, mais qu'il faut vacciner tout le monde. C'est-à-dire qu'en France, pour arriver à un taux d'immunité, on parle de 80-90%, donc ça serait une sacrée histoire par rapport aux populations jeunes, et je le comprends. Et on voit qu'en Amérique latine, c'est compliqué, que même en Asie, où ils étaient en avance, c'est aussi compliqué parce que la Chine, sinon, elle ne va pas re-rentrer dans le commerce des, 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 des biens et des placements. Donc tout ça montre qu'on doit se recentrer de nouveau. C'est-à-dire qu'après avoir fait le pas, je dirais cyclique en termes d'allocataires, parce qu'on est à la fois allocataire, nous, et on a des collègues gérants, après avoir fait le pas cyclique, bah, il faut se recentrer aujourd'hui sur des notions thématiques plus récurrentes. C'est-à-dire, on peut même être un peu Dans lesquels? contrariant Ouais. et aller jusqu'à Atom, mais on en reparlera. C'est des choses qui peuvent être liées à l'e-commerce, à l'éducation, enfin, c'est vraiment ces éléments qu'on va mettre en avant et on attend comme ça, on fait un peu le gros dos par rapport à cette phase de conciliation. Et à un moment donné, comme je pense qu'il y aura de nouveau un peu un phénomène quand même même si on pense qu'il y a une courbe de cloche en termes d'inflation, ou plutôt de hausse des prix, il y aura toujours un mécanisme pour revenir vers des cycliques, mais plus tard. Sinon, juste un point sur le dollar, c'est vrai que là, il y a eu un aspect un peu contrariant, mais quand on parle de ce déficit budgétaire et commercial extrêmement puissant aux États-Unis, ça veut dire, qu'il faut quand même à terme avoir des positions dollars couvertes, parce que tout ça, c'est la question du dollar, et donc pour les émergents, c'est peut-être quelque chose qui pourra décider quand même en cours d'année, moins
négatif quand même sur les émergents. C'est plus le fait de problèmes de cotation ADR qui ont perturbé les émergents. Et puis, finalement, un pays comme Taïwan n'a pas du tout décidé. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir en interne. Donc surpondérer Europe, émergent et retour à croissance. Ok, Jean-Jacques, ça a coupé un petit peu sur la fin, donc je résume juste que moi j'ai compris. En gros, l'idée c'est, tu nous dis de faire attention et de finalement quelque part de zoner De un petit recentrer. peu et d'être vigilant sur les zones et de recentrer finalement sur des techs, sur plutôt des Ouais, choses, enfin ces thèmes qui avaient beaucoup rapporté sur les derniers mois, qui avaient un peu subi ces derniers temps parce qu'on imaginait un retour sur les valeurs classiques que tu appelles cycliques. Et vous êtes un peu plus prudent là-dessus, vous chez Vega, voilà, objectivement. c'est très très clair, c'est-à-dire que les niveaux de Ok. valorisation s'étaient écartés. Avec le mouvement de rattrapage qu'il y a eu là, on revient finalement à la situation de début Ok. d'année. Début 2020, on se dit toujours les thèmes porteurs sur lesquels on doit réinvestir. Oui. Alors Gilles, à ton tour, est-ce que tu es d'accord avec Vega ou est-ce que vous avez une vision peut-être alors, on a compris Jupiter plutôt très flexible, donc très ouvert. Vega finalement prend un peu le contre-pied de ce qu'on pourrait imaginer être le consensus. Quelle est votre vision et qu'est-ce que tu nous conseilles toi? Comment tu vois les choses? Alors, nous aussi, on est flexible et globaux, mais une vision un peu différente, puisque nous, on a acheté assez massivement des bons du Trésor américain, D'accord. puisque notre conviction, on partage le fait que l'inflation sera la solution, hein, mais l'inflation, ça ne se décrète pas. L'inflation structurelle va mettre 2 ou 3 ans à venir. Et là, effectivement, on est dans une phase où les anticipations d'inflation ont été trop importantes. Donc, nous, on est acheteurs massivement de bons du Trésor américain pour 2 raisons. Un, c'est bien rémunéré. Même couvert en euros, on touche du 1,20 pour du triple A, quand on a du moins 0,20 sur le Bund. Et deux, c'est décorrélant. Si demain on a un accident sur les marchés, Bitcoin, politique fédérale, n'importe quoi, on va gagner massivement d'argent sur les bons du trésor. Donc on a une position qui est très importante sur ce phénomène-là, cette classe d'actifs, parce qu'aujourd'hui elle nous apparaît comme la mieux rémunérée et la plus décorrélante sur le marché. Tout le reste étant assez corrélé, puisqu'on a les marchés actions, le crédit. L'autre point que l'on a, on n'a pas de position sur le crédit, parce qu'à contrario, le crédit est hyper corrélé avec les marchés actions et très très mal rémunéré. Point de risque, je veux dire, les deux choses les plus frappantes en 2020, on en reviendra, c'est les prix négatifs du pétrole et l'absence totale de défauts. Alors c'est dû au plan et tout ça, mais il n'y a pas eu de défaut alors qu'on a eu le deuxième choc économique mondial de l'histoire après la crise de 29. C'est des choses qui restent à la surface. Le retour à la normale va faire remonter probablement des choses. On a déjà eu Greensill il y a un mois, Archegos. Si on a la théorie du popcorn ou des cafards selon les approches de quand il y en a un, on en voit plein d'autres, on pourrait avoir des mauvaises surprises sur le marché du crédit. Donc nous, on est long gouvernement américain, pas de crédit, et sur les actions, on partage le recentrage, la value a très bien marché, mais maintenant on revient. En revanche, il y a un secteur sur lequel on croit beaucoup, c'est l'énergie. Parce qu'on a enterré le pétrole un peu trop vite. L'aberration avec le crédit de l'année dernière, c'était le prix du pétrole à moins $20. On est dans une transition énergétique. La fin de l'ère pétrolière arrive, mais ça sera pas aussi rapide qu'on le pense. On aura besoin d'énergie, qu'elle soit pétrolière ou renouvelable. Il y a des besoins massifs d'investissement qui sont devant nous sur 2020-2030. Ça sera inflationniste, le prix de l'énergie va monter et ça sera probablement le leader du prochain cycle parce que chaque cycle a un leader. Le leader incontesté du cycle précédent, c'était la tech. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut acheter juste 5 titres et éventuellement un peu de luxe et on a fait le marché. C'est cyclique. Je rappelle qu'Amazon a perdu 80, qui est la plus grosse valeur, une des plus grosses valeurs mondiales, a quand même perdu 80% entre 2002 et 2009. Donc c'est 2000 et 2003. Donc ça prouve que même si on est sur le chemin de devenir la plus grande valeur mondiale, il y a un moment, il y a des accidents. Donc il y aura un nouveau cycle avec une nouvelle décennie. Et nous, on est plutôt sur l'énergie et ce genre de choses, même si à court terme, on voit que la rotation est en train de revenir. Mais le vainqueur de cette de moindre inflation, ce sera probablement les bons du Trésor américain. Non, non, mais c'est très. Merci Gilles, c'était très pédagogique, très bien fait, parce que on en avait un petit peu parlé ensemble et je suis très intéressé parce que justement là, tous les trois, vous nous avez donné des compléments d'approche qui font qu'il n'y a pas trop de frottement finalement dans vos stratégies et qu'elles sont très complémentaires. Donc ça, c'est très bien parce que cette vision peut-être, alors je vais pas dire pessimiste, mais un peu plus réaliste. Que tu viens de nous exposer, Gilles, c'est intéressant et je pensais franco-français, on arrive aux dates
il va falloir savoir ce qu'on fait de PGE, de tous nos PGE, là, les entreprises. Et donc, c'est peut-être maintenant, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, pour qu'on rationalise tout ça, que l'effet popcorn pourrait avoir lieu également sur ce point de vue-là. Donc, il faut être prudent sur le crédit. On s'est noté. Alors, pour finir, justement, il nous reste, messieurs, 5-6 minutes, parce que le temps, vous avez vu, file à une vitesse incroyable à chaque fois. C'est très frustrant. Euh, Continuons dans cette optique de pédagogie pour qu'on puisse, nous, savoir quoi faire et quelle est l'allocation adaptée la mieux à nos clients dans ce contexte. Je vais lancer Jean-Jacques. On va se dire 1 minute 45, 2 minutes. J'ai noté les thématiques. Alors, je connais bien les thématiques de votre maison. Qu'est-ce qu'on fait? On revient sur disruption. On se repenche sur les millennials, cette génération qui fera demain. Qu'est-ce qu'on fait? Alors sur les millennials, c'est un peu plus contrariant parce que c'est centré sur le commerce en ligne, l'éducation, le travail, le télétravail, les jeux. Donc là, c'est pas un thème qui sera fini et mort à l'avenir parce que je crois vraiment qu'il y aura, faudra se faire vacciner tous les ans. C'est un thème extrêmement porteur, mais très concentré. Donc j'inciterai peut-être plus sur disruption parce que dedans il y a plusieurs thématiques qui me semblent importantes. Alors on a cité déjà le e-commerce. Il y a un thème sur lequel on n'a pas trop parlé mais qui me semble porteur, c'est tout ce qui est lié à la robotique, à l'automatisation. Je suis assez d'accord aussi sur l'énergie. Donc nous en fait dans disruption il y a 9 thèmes qui nous semblent vraiment 9 thèmes porteurs. Et justement on évoque même par exemple, quand le marché était un peu plus inquiet, ben, on a été par exemple sur des semi-conducteurs pour aller vraiment sur des thématiques qui, à l'intérieur de ces secteurs, soient plus value et délaisser un peu des secteurs qui avaient été porteurs comme le stay-at-home. Donc moi, les secteurs sur lesquels je veux insister par rapport à disruption, c'est tout ce qui est lié donc à la transition énergétique, en plus de la digitalisation, du commerce, de la robotique. Évidemment. C'est ce qui est lié aussi FinTech, ça sera important. Et puis des données qui sont vraiment fondamentales et de long terme, c'est tout ce qui est lié au réseau 5G et ce qui est lié, par exemple, à la cybersécurité. Donc ça, c'est aussi des éléments importants. Donc je pense que après des valorisations qui paraissaient tendues par rapport au reste de la cote, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que ces boîtes-là, bah, quand elles sont stables, les dernières on avait fait largement plus de 20%. Là, il est à 5%, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il a souffert par rapport à cet élément de rotation, mais ces boîtes qui progressent largement, en un an, finalement, les multiples de valorisation sont gommés, les multiples de valorisation sont gommés. Alors que toutes les autres boîtes ont l'avenir, même si on a pu jouer, nous, en tant qu'allocataires, en allant sur le secteur, par exemple, de la banque ou du pétrole, c'est quand même pas les secteurs d'avenir futur. Ouais, Et évidemment. on reviendra Ouais, je comprends. vers ces secteurs sur quoi on croit fondamentalement et qu'on reprend un peu comme thème traditionnel. Oui. Bon, moi, ça me va. Merci Jean-Jacques, parce que moi, je suis assez d'accord avec toi sur disruption depuis un petit bout de temps. Donc, moi, ça me va. Ça me rassure. J'aurais pas besoin de faire un arbitrage sur cette partie-là. Mon cher Gilles, alors, vous avez un savoir-faire chez InvestTime. C'est important de le rappeler dans l'allocation, justement, et dans la vision globale des portefeuilles. De quoi tu veux nous parler et qu'est-ce qu'on doit retenir pour se rapprocher, finalement, des équipes d'InvestTime? Ouais, nous, ce qu'on essaie, c'est de construire des portefeuilles robustes, performants, qui participent à la hausse, qui sont défensifs, qui résistent à la baisse. Donc, nous, on a une vision de créer, on a 3 portefeuilles, patrimoine, équilibre et croissance, plutôt faire 3%, 5% et 7%. Donc, je dirais, on s'affranchit un peu des thématiques, des choses comme ça. On essaie de construire des portefeuilles. Et aujourd'hui, effectivement, on a notre portefeuille patrimoine qui a souffert un petit peu de la correction des marchés obligataires. Mais dessus, on a aujourd'hui du 3,45 sans risque, que quasiment du gouvernement, sur la partie obligataire. Donc, on a quelque chose qui va rebondir naturellement sur la son année, qui en cas de problème montera encore plus vite. Donc ça, c'est clairement pour ceux qui veulent assurer un peu leur portefeuille, je pense que c'est un excellent choix. Croissance étant le mélange de la dominante action équilibre, pardon, étant le mélange de la dominante action de croissance et du obligataire de patrimoine. Là aussi, on a quelque chose qui maximise. On essaie de maximiser les corrélations et de limiter le risque des portefeuilles. Donc, c'est ce qu'on a dans Équilibre. Donc, je dirais, voilà, c'est les approches. On lève un peu le pied après un très bon trimestre exceptionnel sur la partie action. Mais voilà, avec toujours une approche diversifiée visant à contrôler le risque et à faire de la performance. On vient d'avoir 10 ans. Évidemment. Oui, je dis, on vient d'avoir 10 ans. On a un tout nouveau site. Allez-y sur investem.fr. Vous aurez le détail sur tout ça. Bah d'abord, bon anniversaire. Et donc, évidemment, on se rapproche de tes équipes pour se faire accompagner au prorata, plutôt en rapport du profil
évidemment de notre client et du besoin d'allocation. Merci beaucoup Gilles pour ce résumé. Mathieu, j'ai noté donc gestion flexible pour Jupiter AM. Qu'est-ce qu'on a en portefeuille et qu'est-ce qu'on doit mettre en portefeuille si on l'a pas déjà? Merci. Donc, juste un peu de recul, je vous rappelle que si vous êtes investi dans le cash, dans votre compte bancaire, vous perdez de l'argent en termes réels. Il y a toujours 8 000 milliards d'euros qui traînent dans les comptes bancaires en Europe. Et donc, ça montre que pour les investisseurs, c'est un vrai problème parce que l'ancienne solution, c'est d'investir dans les bonds le crédit investment grade, les bonds de trésor. Mais aujourd'hui, c'est pas une solution parce que c'est le même résultat. Vous perdez de l'argent après l'inflation. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est d'offrir une seule solution, disons, complète pour des investisseurs qui veulent faire quelque chose avec son argent, qui ne veulent pas rester en cash, ni en obligation investment grade, ni investir dans les actions au niveau record, et qui peut-être ont pas envie de se tracasser avec tout un éventail d'actifs. Donc, ce que nous voulons faire, c'est d'offrir l'allocation d'actifs très actifs, la gestion chez Jupiter, il s'agit toujours de la gestion active. Donc, allocation d'actifs, sélection de titres actifs. Notre objectif, enfin, c'est un rendement consistant entre 4 et 6% par an, avec une volatilité inférieure à la moitié de celle des actions et une gestion de risque très disciplinée. Et donc, si nous pouvons réaliser cet objectif, je crois que c'est une solution qui peut résoudre ce grand problème auquel les investisseurs font face en ce moment. Ok. Le fonds que tu nous conseilles, c'est quoi? C'est Jupiter C'est Flexible Jupiter Income? Flexible Income qui aura sa troisième anniversaire en septembre 2021. Donc, on s'approche vers le Super. troisième anniversaire tout en une belle performance on atteigne les objectifs en ce moment. Merci Stéphane. Parfait. Merci beaucoup Mathieu. Messieurs, ben voilà, 32 minutes passées en claquement de doigts. Bravo pour l'exercice. Merci beaucoup pour toutes ces analyses et ces éléments concrets de réflexion. Je le rappelle toujours lorsqu'on fait des tables rondes, évidemment notre auditoire peut se rapprocher de vos services commerciaux et distribution pour avoir plus de détails sur ce que vous avez essayé de nous résumer en fin de table ronde et pour évidemment creuser vos convictions et vos stratégies pour 2021. Merci messieurs. Pour résumer, grosso modo, on a eu 3 visions très différentes et en même temps, finalement, pas de frottement, mais plutôt de la complémentarité. Donc moi, à titre personnel, je suis ravi parce que finalement, ça va bien dans le sens de ce que je pense qu'il faut faire pour nos clients en ce moment avec du flexible, de la thématique et évidemment se couvrir en termes de risque. Alors on choisit soit la bonne vieille énergie, soit les bons vieux bons américains. J'ai bien noté ça. On se retrouve dans 15 secondes pour la deuxième table ronde, justement sur la gestion thématique. À tout de suite.